Et voici la vidéo règle d'Abyss, un jeu de gestion et développement pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Bruno Cathala et Charles Chevalier, édité par Bombix. Au niveau matériel, tout d'abord, un plateau de jeu avec tout en haut une piste d'exploration, ici un conseil et là une cour. Ensuite, un paquet de cartes exploration. Dans ces cartes, nous avons différents alliés sous-marins, les coquillages, les crabes, les méduses, les hippocampes et les poulpes. À chaque famille en fait est associée une couleur de carte et toutes ces cartes ont des chiffres en fait qui vont de 1 à 5. Ensuite, il y a aussi 6 cartes monstres comme ceci, mélangées dans ce paquet. Effectivement, on va bien le mélanger et ensuite le placer sur la pile de cartes exploration qui se trouve ici sur le plateau. Ensuite, nous avons un grand paquet de cartes seigneurs. Alors, il y a des seigneurs dans chacune des 5 couleurs que nous avons déjà vues. On va bien mélanger ce paquet et ensuite le disposer sur le plateau de jeu, aussi sur l'emplacement seigneur, avant de piocher les 6 premiers seigneurs que l'on va placer sur les emplacements correspondants ici du plateau de jeu. Ensuite, nous avons un ensemble de 20 grandes tuiles lieux, comme ceci. Après les avoir bien mélangées face cachée, eh bien, on va les placer sur la table en dessous du plateau de jeu, avant de révéler le premier lieu, ici, face visible. Ensuite, nous avons une piste de menace que l'on va placer à côté du plateau de jeu. Il y a un jeton associé menace que l'on va placer sur la première case de ce plateau. Nous avons aussi des petits jetons comme ceci qui sont des jetons monstres qu'on va placer à disposition en dessous, ainsi que des clés. Voilà, des jolies clés comme ceci, que l'on va placer aussi à disposition en dessous. Puis nous avons des petites coupelles en forme de coquille Saint-Jacques, comme ceci. Chaque joueur va en prendre une qu'il va placer devant lui, et il va recevoir, nous avons en matériel de plus, de jolies perles comme ceci. Donc tout le monde va recevoir une perle, et la réserve de perles restantes sera disposée à disposition des joueurs à côté du plateau de jeu. Pour finir, nous avons un bloc de marque qui permettra de comptabiliser les points en fin de partie. Pour le moment, on le laisse de côté. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, nous sommes dans le royaume sous-marin d'Abyss. Différents peuples habitent là. Nous allons donc essayer de devenir le nouveau souverain de ce royaume oublié, en explorant les océans, en récupérant des alliés, en s'associant avec différents seigneurs de la mer et en prenant le contrôle de différents lieux qui se trouvent dans ce royaume. À la fin, celui qui aura récupéré le plus de prestige ou de points d'influence sera élu nouveau monarque. Alors, plus concrètement, Abyss est un jeu à points de victoire. Vous allez tenter d'obtenir des points de victoire dans différents domaines pour en avoir le plus à la fin de la partie. On comptabilisera en fin de partie des points pour les lieux que vous contrôlerez, des points pour les différents seigneurs de la mer que vous contrôlerez, des points pour les peuples que vous aurez réussi à rallier, et des points pour les monstres que vous aurez réussi à détruire. Alors, pour le déroulement, eh bien, on va tout d'abord désigner un premier joueur de la manière que vous souhaitez, et ensuite, à tour de rôle, les joueurs vont jouer leur tour jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à ce qu'on arrive à une des conditions de fin. Lors du tour d'un joueur, celui-ci va pouvoir réaliser 3 actions spécifiques. Premièrement, éventuellement, rajouter des seigneurs sur la ligne qui se trouve ici. Deuxièmement, c'est une action obligatoire, il devra choisir en fait parmi les 3 actions disponibles, soit l'exploration, soit demander le soutien du conseil, soit recruter un seigneur. Enfin, 3e phase de ce joueur, il pourra éventuellement prendre le contrôle d'un lieu s'il réunit les conditions préalables. Alors, imaginons que notre premier joueur soit ici, c'est à lui de jouer. Tout d'abord, il peut rajouter du seigneur s'il n'y a pas assez de seigneurs dans la piste, mais là, pour l'instant, la piste est complète en début de partie, il ne peut donc pas choisir cette action. L'action, demander l'aide du conseil, c'est pour récupérer des cartes qui se trouveraient éventuellement ici. Pour l'instant, début de partie, il n'y en a pas, donc il ne lui reste plus que le premier choix, c'est-à-dire explorer.
Alors l'exploration se déroule évidemment sur la piste d'exploration qui se trouve ici. Lorsque un joueur choisit cette action, eh bien, il va tout simplement tirer la première carte, la placer sur le premier emplacement, et ensuite demander à tour de rôle aux joueurs qui sont autour de la table s'ils souhaitent acquérir cet allié. Pour acquérir ce premier allié, eh bien, il va coûter 1, donc une perle pour pouvoir l'acheter. Donc on passe au joueur suivant qui va indiquer est-ce qu'il a envie d'avoir cette carte de poulpe, dans cet exemple, en payant une perle. Et cette perle, on ne va pas la payer à la banque, mais on la paiera au joueur dont c'est le tour. Donc, à voir, là en début de partie, imaginons que le premier décide de passer. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. On passe au troisième joueur. Le troisième joueur pourrait dire « Eh bien moi ça m'intéresse, à ce moment-là je vais te donner ma perle, puisqu'au début nous n'en avons qu'une, et ce joueur va récupérer cet allié face cachée devant lui. » Alors, notre premier joueur, celui dont c'est le tour, n'a pas terminé son tour quand une carte est achetée par un autre joueur. Il tire donc une autre carte exploration qu'il pose face visible, et il va reposer la même question au joueur suivant. Mais attention, celui qui a déjà récupéré une carte dans ce tour n'a pas le droit de faire de deuxième achat lors de ce tour d'un joueur. Donc en fait, là, il va proposer au joueur qui est juste après lui, est-ce que ça t'intéresse? Non merci. Au troisième joueur, dans notre exemple, qui dit, par exemple, lui aussi, non merci. Alors, lorsque les joueurs refusent en fait d'acheter la carte, eh bien le joueur actif qui a tiré la carte peut décider soit de récupérer gratuitement cette carte dans sa main et d'arrêter son tour à ce moment-là, ou bien de continuer en piochant une nouvelle carte à placer sur la pile suivante. Donc imaginons par exemple qu'il décide de refuser de récupérer cette carte-là. Il pourrait donc tirer une nouvelle carte, une seule, et la placer face visible. Attention, de temps en temps, on va tomber comme ceci sur des monstres. Alors, lorsque le joueur actif tombe sur un monstre, il a deux choix, soit de combattre le monstre, et à ce moment-là de gagner une récompense correspondant au niveau de menace actuel, soit de continuer à jouer en laissant de côté ce monstre, et à ce moment-là, le niveau de menace va augmenter. Donc imaginons qu'il décide de tuer le monstre. S'il décide de tuer le monstre, la victoire est automatique et il gagne immédiatement le bonus associé sur le plateau de menace. Donc là par exemple, eh bien, comme nous sommes au début du jeu, il va choisir de récupérer soit une perle en bonus, soit de récupérer une tuile monstre qui ont été placées ici. Une tuile monstre au hasard, car effectivement, elles ont différentes valeurs. Donc imaginons que notre joueur actif décide ici de tuer le monstre. Eh bien, il décide lequel des deux bonus il prend. Ben là, il décide de prendre une perle, car il se dit qu'en début de partie, ça va être intéressant de recevoir des perles supplémentaires. Il met donc la perle dans son petit gobelet, et ensuite, le monstre va être défaussé, on va le placer en fait dans une pile de défausse des monstres, et puis des autres cartes d'alliés, et toutes les autres cartes qui ont été placées éventuellement sur le jeu vont aller ici, au conseil, mais face cachée sur la couleur correspondante. Donc là, par exemple, l'hippocampe, il va ici, et on va mettre cet hippocampe face cachée. Alors, tuer un monstre met fin à la phase d'action en fait, du joueur en cours. Celui-ci passe à sa dernière phase, la phase qui permet de récupérer des lieux. Pour pouvoir récupérer des lieux, il faut posséder des clés qui permettent d'ouvrir ces lieux. Et il faut posséder, comme indiqué ici, 3 clés pour pouvoir ouvrir un lieu, et même pour devoir ouvrir un lieu, car la prise de lieu sera obligatoire si le joueur possède 3 clés. Là, ce n'est pas le cas, donc son tour est terminé, on peut passer au tour du joueur suivant. Pour le joueur suivant, d'abord phase d'influence, mais pour le moment, la ligne de seigneur est pleine, il ne peut donc pas réaliser cette action. On passe directement à la deuxième phase, la phase où il choisit une des 3 actions disponibles. Pour l'instant, il ne peut pas recruter de seigneur car il n'a pas assez pour le faire. Il peut donc soit choisir d'explorer, soit d'influencer le conseil, car effectivement, maintenant, il y a une carte disponible. Lorsqu'on décide d'influencer le conseil, on récupère tout simplement toutes
toutes les cartes face cachée sur un des peuples disponibles. Donc là, le joueur pourrait décider, en fait, pour son tour d'action, de récupérer cette carte qui est toute seule pour le moment, pour la placer dans ses mains. On a vu ce que c'était, donc il y a aussi un petit peu de mémoire pour essayer de se rappeler quelles sont les cartes qui sont disposées au conseil. Donc là, imaginons qu'il décide de ne pas faire cette action-là, il préfère lui aussi explorer. Il va tout simplement donc tirer la première carte. Ah, c'est un poulpe de niveau 4. Il propose donc au premier joueur à sa gauche s'il veut enchérir et donc acheter ce monstre pour une perle, mais ce joueur-là avait déjà acheté un monstre au tour d'avant, il n'a donc plus de perles dans son gobelet, donc il ne peut pas l'acheter. On passe au joueur suivant, qui pourrait dire qu'il l'achète pour 1 par exemple, si les poulpes l'intéressent. Alors, comme il voit qu'il y a des seigneurs poulpes, nous verrons pourquoi en fait, il pourrait décider de dire bah oui, ça m'intéresse, et donc je vais payer 1 et acheter ce poulpe pour le placer dans ma main. Donc, on continue le tour du deuxième joueur qui tire à nouveau un crabe. Il propose, le premier joueur n'a plus de perles, le deuxième n'a plus de perles, donc il ne peut proposer qu'au dernier d'acheter ce crabe. Mais comme il vient de retourner un deuxième allié, cette fois-ci, cet allié va coûter 2 au lieu de coûter 1. Et donc, le joueur décide, est-ce qu'il décide d'acheter un crabe de niveau 1? Non, imaginons que ça ne l'intéresse pas. Il va donc tirer une carte supplémentaire, un poulpe de niveau 2. Il propose toujours à ce joueur qui a la possibilité de l'acheter pour 2 s'il le souhaite. Non, il refuse. On tire donc une autre carte, encore un 2, il le refuse. Alors, évidemment, à chaque fois que les joueurs refusent, le joueur actif peut décider de s'arrêter là et de récupérer gratuitement cet allié. Mais là, il décide de continuer encore et de refuser aussi cet allié. Ah, un crabe de niveau 3, c'est peut-être déjà un peu plus intéressant. Il propose toujours au deuxième joueur s'il décide de l'acheter pour 2. Imaginons que le joueur décide de refuser. Le joueur actif se dit quand même un crabe de niveau 3, ça m'intéresse assez. Mais j'ai un petit bonus si je tire une carte supplémentaire. Effectivement, si on pioche une dernière carte, il y aura la possibilité pour ce joueur de gagner éventuellement une perle supplémentaire. Donc il décide de continuer, et il tire un crabe de niveau 1. Il est d'abord obligé de le proposer à la vente, donc le joueur, le dernier joueur là qui nous reste, pourrait décider d'acheter ce crabe pour 2 perles. Mais imaginons qu'il décide de le refuser. Le joueur actif, comme il a rempli toute la ligne, est obligé cette fois-ci de récupérer ce crabe. Il ne peut plus refuser en fait de le prendre. Par contre, en plus de cette carte qu'il va récupérer face cachée, et bien à ce moment-là, il gagne le bonus d'une perle qui lui est donnée de la banque. Et il la place dans son petit gobelet. Alors attention, si cette carte avait été achetée pour 2 perles par le joueur qui nous restait, celui-ci n'aurait pas eu le bonus. Le bonus ne s'applique qu'aux joueurs actifs si tout le monde, enfin s'il est arrivé jusque-là et que tout le monde a refusé le dernier achat. Le tour est donc terminé, et bien on va placer toutes les cartes qui ont été révélées face cachée sur les couleurs correspondantes. Voilà, ici les 2 poulpes vont être placés là. On passe alors au tour du joueur suivant. Celui-ci pourrait dire, eh bien comme action, je décide d'influencer le conseil et donc de récupérer toutes les cartes d'un des peuples disponibles. Là, il y a 2 cartes poulpes qui m'intéressent, eh bien je récupère ces 2 cartes poulpes et je les ajoute à ma main gratuitement. Mon tour d'action est terminé, je ne peux pas récupérer de lieu pour le moment, le tour de ce joueur est donc terminé, on passe au joueur suivant. Le joueur suivant, imaginons qu'il décide de ne pas influencer le conseil et qu'il décide de faire une exploration. Hop, il tire le premier. Il propose un crabe pour une perle au joueur suivant qui dit « Oh, non, ça ne m'intéresse pas ». Le joueur suivant qui pourrait dire « Ah si, un crabe, moi, ça m'intéresse. Allez, je te paye une perle et je récupère ce crabe face cachée ». Le joueur actif continue son tour. Ah, il tombe sur un monstre. Eh bien là, il va décider soit de le combattre pour gagner le bonus, soit de refuser le combat. Il décide de refuser le combat. À ce moment-là, lorsqu'on refuse un combat de monstre, eh bien la menace augmente. Ce qui voudra dire que la prochaine fois qu'on tombera sur un monstre, on aura le choix, si on le combat, de gagner un bonus plus intéressant que le bonus initial.
Comme il refuse, il continue donc son tour, il tire un hippocampe de 1, il propose en fait de le vendre, mais cette fois-ci pour 2 perles, puisqu'un premier allié a été déjà acheté par un joueur, donc ce joueur-là décide s'il veut l'acheter pour 2, non, le joueur suivant non. Le joueur actif décide de ne pas prendre cet hippocampe et de continuer à jouer. Ah, il tire un deuxième monstre. Donc là, il décide soit de gagner un bonus de 2 perles, soit de prendre une perle et une tuile monstre, soit de prendre 2 tuiles monstres. Imaginons qu'il décide de s'arrêter, enfin de ne pas combattre le monstre, et bien le marqueur de menace augmente encore, et il continue son tour. Hop, il tire un hippocampe 2, imaginons que les joueurs le refusent, il tire un autre monstre, enfin un autre allié, pardon, c'est un 3 poulpes, c'est au joueur, il le propose à la vente, imaginons que le joueur se dise que un 3 poulpes pour 2 perles, ça ne l'intéresse pas, il récupère donc gratuitement ce poulpe avec le bonus de une perle qu'il ajoute dans sa réserve, et tous les monstres disponibles retournent dans la pile du conseil, et les 2 monstres vont être défaussés comme les autres monstres. Alors attention, si en tombant sur son deuxième monstre, le marqueur était à ce moment-là, le joueur avait décidé de prendre un des bonus, eh bien le marqueur monstre serait revenu ici, et son tour aurait été terminé. Là, il a augmenté, et par contre, on va le laisser là, puisque le monstre n'a pas été combattu. Les hippocampes vont donc sur la pile des hippocampes, qui est maintenant constituée de 3 cartes, et les monstres, ici, on passe au joueur suivant. Alors maintenant que nous avons bien compris les 2 premières actions disponibles, qui permettent de récupérer des cartes en main, au bout d'un moment, les joueurs vont en avoir assez pour pouvoir réaliser la 3e action, qui est celle d'acquérir un seigneur de la mer. Alors, les cartes seigneurs de la mer disposent de différentes informations marquées dessus. Tout d'abord, il y a le nombre de points de victoire que vous rapportera ce seigneur si vous le possédez en fin de partie. Ensuite, en dessous, ici en bas, il y a le nombre de points d'alliés qu'il va vous falloir dépenser pour pouvoir acheter ce seigneur et le placer devant vous. Et au-dessus, il y a des petites bulles qui vont être les peuples qu'il va vous falloir défausser en atteignant en fait le nombre de points demandés pour pouvoir récupérer ce seigneur. Donc là, par exemple, ce trésorier bleu fait partie du peuple poulpe. Il vous faudra donc dépenser 10 points sur vos cartes, en carte poulpe et en carte d'un autre type. Mais attention, vous serez obligé d'utiliser 2 couleurs de cartes, et pas plus, et pas moins, et il vous faudra obtenir au minimum 10 avec ces couleurs. Pour un autre exemple, eh bien celui-ci, par exemple, demandera de payer 6 avec 3 couleurs différentes, dont du violet obligatoire. Celui-ci, par contre, vous devrez payer absolument 8, et que avec des cartes violettes, vous ne pourrez pas ajouter d'autres couleurs de cartes. Alors, imaginons que notre joueur actif ait ces cartes-là en main, c'est à lui de jouer, il décide comme action donc de recruter un seigneur. Il a envie de recruter le premier seigneur, nous avons vu qu'il faut défausser 10 avec des cartes bleues et avec une autre couleur de carte. Il n'a qu'une seule carte bleue en main de valeur 4, eh bien il pourrait rajouter par exemple une carte violette de valeur 5, mais on peut rajouter aussi plusieurs cartes, on n'est pas obligé de se limiter en nombre de cartes par contre. Donc il aurait très bien pu décider d'utiliser en fait ce 4, et puis d'utiliser les 2 cartes jaunes comme ceci, ce qui fera un total de 4, 5, 6, 7, 8, 9. Par contre, il lui manque en fait une 1 pour pouvoir acheter ce seigneur, puisqu'il a une valeur de 10. Eh bien, je peux quand même compléter en fait la totalité des cartes que j'ai en main grâce aux petites perles qui peuvent faire l'appoint. Donc là, par exemple, notre joueur pourrait décider de défausser ces 3 cartes et payer une perle à la banque pour avoir le droit d'acquérir ce seigneur. Alors, il va poser ses cartes face visible devant lui lorsqu'il fait évidemment l'achat, de façon à ce que tout le monde vérifie que le total soit le bon.
Et ensuite, il va défausser toutes les cartes alliées qu'il a jouées, sauf la carte de plus petite valeur. Donc là, par exemple, il a joué un hippocampe de valeur 2, c'est la plus petite des 3 cartes qu'il a jouées. Eh bien, cette carte, il va pouvoir la poser, il va devoir même la poser devant lui, et ces cartes posées face visible devant nous vont être appelées des cartes fédérées. Les autres cartes seront défaussées dans la pile de défausse des cartes exploration, là où on a placé les monstres jusqu'à présent. Ceci étant fait, eh bien évidemment, il va récupérer le seigneur qu'il a acheté et le placer aussi face visible devant lui, en sachant qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il aura peut-être un pouvoir spécial, car les cartes de seigneur agissent sur le jeu. Alors, les pouvoirs des seigneurs sont de 2 types. Soit il n'y a pas de flèche, soit il y a une flèche. Si jamais il y a une flèche, eh bien c'est un pouvoir qui se déclenchera une seule fois au moment où le joueur acquiert la carte. Donc là, par exemple, si un joueur achète cette carte, eh bien immédiatement, il jouera un tour supplémentaire après celui-ci, donc il rejoue. Par contre, s'il n'y a pas de flèche, c'est que c'est un pouvoir permanent. Par exemple, vous êtes protégé contre les pouvoirs des seigneurs militaires. Tant que ce pouvoir sera visible devant le joueur, eh bien, il sera protégé contre les seigneurs militaires, c'est-à-dire les seigneurs rouges. Dernière caractéristique des seigneurs, certains ont une clé de dessinée en haut à droite et certains n'ont pas de clé. Récupérer des seigneurs qui ont des clés vont permettre de récupérer des tuiles de lieu. Et les tuiles de lieu vont en général donner des bonus en fin de partie. Il faudra avoir 3 seigneurs avec une clé chacun pour être obligé à la fin de son tour de récupérer et prendre le contrôle d'un lieu. Alors petit à petit, les joueurs vont pouvoir acquérir de nouveaux seigneurs. Alors lorsqu'un seigneur est acheté, eh bien tous les autres seigneurs restants sont décalés en fait vers la droite, mais on ne les complète pas. Petit à petit, donc en fait, les joueurs, imaginons qu'ils achètent celui-ci, hop, on va décaler comme ceci les pions, imaginons qu'un autre achète celui-là, enfin les cartes, pas les pions, pardon, on les décale encore, imaginons que ce soit encore un joueur de jouer et qu'il récupère un des seigneurs encore, on va les décaler, et attention, dès qu'on va les décaler et qu'il ne va rester que 2 personnages en jeu, eh bien on va faire apparaître ce bonus, ce qui veut dire que le joueur qui vient juste d'acquérir ce seigneur va recevoir un bonus de 2 perles récupérées de la banque qu'il va pouvoir mettre dans sa petite coupelle. Après avoir récupéré ce bonus, eh bien c'est là qu'immédiatement on va retirer des cartes pour compléter à nouveau la ligne de seigneur jusqu'au bout. Alors attention, il existe une autre façon de faire revenir des seigneurs en jeu, c'est la phase d'influence. Effectivement, nous en avons parlé un petit peu tout à l'heure, à chaque fois que c'est à un joueur de jouer, avant de choisir une des actions, soit explorer, soit influencer le conseil, soit récupérer un seigneur, il peut aussi décider juste avant de réaliser une influence. Pour faire une influence, c'est très simple, il peut décider de payer une perle à la banque afin de faire apparaître un nouveau seigneur, et ensuite il peut faire son tour normalement. Il peut même faire cette action plusieurs fois et décider là dans cet exemple de payer une 2e perle pour faire apparaître un 2e seigneur, et ensuite il pourra éventuellement en acquérir un si par exemple il a beaucoup de cartes en main. En revanche, si la ligne de seigneur est déjà complète, on ne peut pas choisir cette influence. C'est pour ça que sur les premiers tours de jeu que j'ai fait, eh bien, on ne peut pas réaliser cette action. Alors, parlons maintenant de comment on va récupérer des lieux. Dès qu'un joueur va acquérir sa 3e clé sur un seigneur, ou en clé comme ceci, car effectivement il y a certains bonus lorsqu'on combat des monstres qui permettent aussi de recevoir des clés de cette façon, dès qu'un joueur en a 3, eh bien, il est obligé de prendre le contrôle d'un lieu, il n'aura pas le choix. Alors là, imaginons par exemple que notre joueur décide de jouer pour un total de 12, et qu'il décide d'acquérir ce maître de magie
qui coûte 10, il faut donc bien 3 couleurs de cartes. Et même si on paye plus, eh bien malheureusement, évidemment, on ne saura pas rembourser. Donc on regarde quelle est la plus petite carte d'allié, je vous rappelle, pour pouvoir le fédérer et le poser devant nous. Les autres cartes sont défaussées dans la défausse des cartes d'alliés. Et hop, je reçois le maître de magie. Il n'y a pas de pouvoir qui se déclenche lorsque je le récupère, donc pour l'instant il ne se passe rien, et comme j'ai ma troisième clé, eh bien immédiatement je suis obligé d'acquérir un lieu. Alors, lorsque j'acquiers un lieu, j'ai deux possibilités. Soit j'achète un lieu, c'est-à-dire je reçois gratuitement un lieu disponible, face visible, en début de partie il n'y en a qu'un, soit je décide d'aller piocher pour essayer de trouver un lieu qui me correspond. Lorsque je décide de réaliser cette action, je peux choisir combien de tuiles je vais piocher. 1, 2, 3 ou 4. Si jamais j'en pioche par exemple 3, eh bien je choisirai en fait parmi les lieux que j'ai récupérés, celui qui me paraît évidemment le plus intéressant pour moi. Et les autres lieux, eh bien malheureusement je vais être obligé de les placer face visible dans la réserve des lieux, de façon à ce qu'ils soient disponibles pour les autres joueurs. Vous comprenez donc que plus vous choisissez de tirer de cartes lieux dans la pile des lieux, et bien plus vous allez aussi donner des possibilités pour vos adversaires, puisqu'ils auront un choix plus grand parmi les tuiles visibles. Alors imaginons que notre joueur a justement tiré 3 cartes, mais je vous rappelle qu'on peut aller jusqu'à 4. Il choisit de récupérer celle-ci qui lui paraît la plus intéressante, il met les deux autres lieux à disposition des joueurs suivants, et il récupère ce lieu. Et pour récupérer un lieu, eh bien on va le placer sur les seigneurs qui ont permis de l'acquérir grâce à leur clé. Donc là, en fait, le joueur va placer ces trois seigneurs à clé, par exemple, devant, et on va poser, en fait, le lieu par-dessus ces seigneurs pour cacher leur pouvoir. Effectivement, payer les clés pour acquérir un lieu, et bien malheureusement, ça va annuler les pouvoirs de ces seigneurs. Par contre, ils comptabiliseront toujours leurs points d'influence en fin de partie. Alors évidemment, vous pouvez aussi contrôler un lieu en payant des clés que vous avez récupérées grâce à la piste de menace. Mais à ce moment-là, ces clés seront remises dans la réserve et ne pourront plus être utilisées. Donc il est possible de voir des lieux avec moins de 3 seigneurs placés dessous. Alors le jeu se poursuit ainsi à tour de rôle jusqu'à ce qu'on arrive à une condition de fin. Il y en a deux possibles. Soit un joueur acquiert un 7e seigneur, alors évidemment on compte quand même ceux qui sont cachés sous les lieux, donc là paf en posant le 7e, la partie va prendre fin. Ou si on n'arrive pas à réalimenter la cour à un moment donné. Donc par exemple, si un joueur acquiert un des seigneurs qui est ici, il gagne son bonus. Je vous rappelle que c'est à ce moment-là qu'il faut réalimenter la cour. Malheureusement, il ne reste que 2 seigneurs disponibles. On ne peut pas la réalimenter complètement. Et donc, on arrive aussi à une condition de fin. Alors, quelle que soit la situation, le joueur dont c'était le tour va quand même terminer son tour, et ensuite, chacun de ses adversaires autour de la table aura le droit de jouer une dernière fois. Lorsque tout le monde a joué comme ceci, eh bien, la partie prend fin véritablement, et nous pouvons passer au décompte final. On va donc prendre une feuille du bloc-notes, marquer évidemment les prénoms des joueurs, et ensuite on va comptabiliser. Alors tout d'abord les points donnés par les lieux. Alors chaque lieu a un pouvoir spécial qui va vous apporter comme ceci des points de victoire en fin de partie. Là par exemple j'ai les abysses, 2 points de victoire pour chacune de vos guildes, soit un maximum de 12. Alors les guildes, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est les couleurs de seigneurs. Donc en fait là, hop, je peux rebaisser ceci un petit peu pour voir un peu mieux les couleurs des seigneurs. Eh bien, j'ai du bleu, j'ai du violet, j'ai du rouge et j'ai du vert. Ça me fait donc 4 guildes différentes, 4 couleurs de seigneurs différentes. 4 x 2, 8. Je marque donc 8 points pour ce lieu. Ensuite, je regarde l'autre lieu, la fosse au Tridacnas géant, pardon, je ne sais pas ce que c'est qu'un Tridacnas. 3 points de victoire pour chacun de vos alliés du peuple des coquillages, plus 3.
Alors, les alliés, c'est les cartes que l'on a posées comme ceci. À chaque fois qu'on achetait un seigneur, je vous rappelle qu'on a placé la carte de plus petite valeur devant soi. Donc là, je vais donc faire le total des alliés du peuple des coquillages que j'ai. J'en ai que 2, donc en fait, chacun me rapporte 3 points, ce qui fait 6. 6 plus 3, eh bien ça me fera 9, ce qui va faire donc un total pour mes 2 lieux, un total de 17 points, que je note. Ensuite, nous allons faire les seigneurs. Il suffit tout simplement en fait d'ajouter les points donnés ici par les seigneurs. Là, ça me fait un total de 40, c'est énorme. Ensuite, je vais regarder cette ligne-là correspond en fait aux alliés que l'on a récupérés, car effectivement, on marque toujours des points grâce aux alliés posés devant nous, en fonction du plus fort allié que l'on a dans chacune des couleurs. Donc là, le plus fort c'est 5, plus 3, plus 1, puisque j'ai que de 1, et plus 4, ce qui va me faire un total de 13, que je vais pouvoir noter ici. Enfin, cette ligne-là correspond aux points accumulés pour les jetons monstres que l'on a éventuellement récupérés grâce à la piste des menaces. Alors à chaque fois sur ces jetons monstres, il y a toujours un chiffre marqué, donc là 3 plus 2, et bien ça me fait un total de 5. Il suffit donc ensuite de faire le total général pour chacun des joueurs pour savoir qui l'emportera. Alors attention, il est à noter que les clés qui vous restent éventuellement ne vous rapportent rien du tout et que les perles ne servent pas souvent non plus. Celles qui nous restent, elles ne servent uniquement en cas d'égalité. Si on finit à égalité avec un autre joueur, c'est le joueur qui a le plus de perles qui l'emportera. Si jamais on est encore à égalité au niveau des perles, on va regarder qui a le seigneur de plus grande valeur, et c'est ce joueur-là qui gagnera la partie. Voilà donc pour Abyss, un excellent jeu assez simple d'utilisation avec des magnifiques illustrations de Xavier Colette. Alors il est à noter que le jeu existe avec différents boîtages, celui-ci en est un, mais il existe aussi avec cette tête-là, il y a d'autres têtes de disponibles. Assez sympathique, bien qu'un peu effrayant, alors que le jeu est quand même relativement simple à comprendre et puis à jouer avec à peu près tous les publics à partir de 10-12 ans. Voilà, et donc des magnifiques illustrations, je disais, de Xavier Colette. Je vais vous en montrer quelques-unes, par exemple au niveau des lieux. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire l'intégralité des lieux avec tous les pouvoirs. Sachez qu'il y a des pouvoirs à peu près pour chacun des peuples, en fait, chacune des couleurs du jeu, ce qui vous permet d'orienter votre jeu. Il est assez simple, en fait, d'aller fouiller dans la pile des lieux pour trouver les lieux qui vous correspondent, grâce à ce système de choix de 1, 2, 3 ou 4 cartes à tirer dans la réserve. Et puis voilà, sinon pour le reste, quelques petites illustrations supplémentaires, hop, voilà. Donc vraiment superbe, une ambiance sous-marine assez sombre et torturée, mais un jeu magnifiquement illustré. C'est quand même beaucoup plus sympa qu'avec des cartes où il n'y aurait que des chiffres. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.